18h45, bonsoir, merci de nous rejoindre dans Tir croisé. L'invité ce soir est Christophe Rocancourt. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ITélé. Vous êtes mis en cause aujourd'hui dans deux affaires brûlantes, celle du vol de cocaïne au 36 quai des Orfèvres et une affaire de trafic d'influence qui a fait tomber plusieurs policiers de haut rang, dont le patron du 36, Bernard Petit. Il y a plus d'un an, vous juriez que l'on ne vous y reprendrait plus. Comment vous expliquez que votre nom revienne ainsi dans deux affaires aussi rocambolesques que retentissantes? Déjà, en premier lieu, le fait que je sois mis en examen ne veut pas dire que je suis coupable, que ma culpabilité s'avère vraie. Je ressors dans le pôle financier, dans une histoire financière qui porte bien son nom, sur un trafic d'influence avec le préfet Proutot, Christian Proutot, qui est mon ami et qui lui aussi mis en examen et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore condamné. Voilà. Alors, on va rentrer dans le détail de ces deux affaires, hein, avant d'en venir à cette affaire de vol de cocaïne au 36 quai des Orfèvres. Et il y a donc cette affaire de faux papiers qui vous ramène derrière les barreaux. On est en octobre dernier. Vous auriez tenté, c'est ce dont on vous accuse, de faire régulariser moyennement paiement deux sans-papiers, deux Marocaines sans-papiers, via Christian Proutot, donc l'ex-patron du GIGN. Quelle est votre version des faits? Non, moi, je ne suis pas dans les faux papiers. C'est pas mon volet, moi. Moi, mon volet, c'est... j'ai la profession de banquier illégale, donc pour avoir prêté de l'argent et ne pas avoir de titre de banquier. Et j'ai le trafic d'influence avec le préfet Proutot. Je n'ai pas la régularisation des papiers. C'est pas mon volet, ça. C'est le volet de Secaldi et de Kofi Amiam. C'est pas le mien. Et alors, votre version, c'est quoi? Par rapport à ce sujet-là, j'ai pas de version. La seule chose, c'est qu'effectivement, on avait demandé conseil au préfet Proutot pour avoir le terme légal de la législation sur les papiers, point. Mais il n'y avait pas de... Moi, c'est le trafic d'influence qui m'est reproché. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que vous avez demandé des précisions. Si je peux faire une incise. Alors, je précise que votre avocat, maître Jérôme Boursicant, est en duplex avec nous, qu'il écoute cette interview. Vous souhaitez intervenir, maître? Oui, c'est une précision juridique. La notion de trafic d'influence, effectivement, se raccroche à Christian Proutot. Mais la question, c'est que Christophe Rocancourt, dans ce dossier, a demandé, comme ça se fait partout dans Paris, un service à un ami qui est Christian Proutot. Après, il y a un débat pour savoir s'il y a une contrepartie financière. Les deux intéressés le nient. L'enquête n'a pas permis de le démontrer pour l'heure. C'est pour ça qu'il y a cette incrimination de trafic d'influence, rien d'autre. Et c'est quoi ce service que vous lui demandez à Christian Proutot? C'est-à-dire qu'on demandait les termes légaux. Eh bien, c'est le service, tout simplement. Voilà, Christophe Rocancourt a demandé à un ami s'il pouvait se renseigner sur les meilleurs moyens de régulariser deux personnes qui effectivement sollicitaient leur régularisation. Dans cette affaire, Christophe Ce n'est pas une infraction pénale. Très bien. Dans cette affaire, Christophe Rocancourt, vous provoquez in fine la chute du patron du 36. Vous le connaissez, Bernard Petit? Non, je connais pas. Je le connais de nom, comme toute personne. Voilà. Comment vous expliquez sa chute? Ah bah c'est pas à moi qui l'explique, c'est au juge de l'expliquer. Bien sûr, mais ça doit vous interroger tout de même. Non, vous savez, on a un système juridique et légal en France qui est ce qu'il est, et si le juge ou spécialement le doyen des juges ont décidé de mettre en examen Petit ou j'ai pas à intervenir dans ces décisions-là. Là où je suis étonné, c'est sur ce fait, mais je peux pas commenter puisque la décision de justice, mais là où je suis étonné, c'est sur le fait de la violation de l'instruction dans mon affaire. Donc, pourtant, ce sont des gens aguerris. Je pense qu'il avait une renommée d'être une personne qui n'était pas le simple policier, mais une personne intellectuelle. Donc, effectivement, légitimement, je me pose des questions. Mais connaissant bien ces deux juges, pour les côtoyer de près, ce ne sont pas des juges qui prennent les choses à la légère, ce sont des juges de qualité. Alors, venant de ma part, moi qui ne suis pas d'habitude très pro dans ce domaine, pour que je dise que ce sont des gens de qualité, c'est que je les ai côtoyés et avec moi, ils ont été de qualité. Et je ne les vois pas mettre en examen quelqu'un... avec légèreté, voilà. Donc, oui, effectivement, de ce côté-là, je peux
je pense on est au début des hostilités. Alors, au début de quoi? Parce qu'on a quand même un patron du 36 quai des Orfèvres qui chute, la mise en examen d'un ancien ministre, d'un avocat, d'un notaire. Certains parlent d'une possible affaire d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'à ce niveau-là, de toute façon, c'est obligatoirement. Et c'est une affaire d'État pour la simple chose, c'est que je pense que Hollande a été interpellé à un certain moment et que Bernard Cazeneuve s'est prononcé à un autre moment. Donc, effectivement, on peut considérer cette affaire comme une affaire d'État. C'est à savoir, qu'est-ce qu'on appelle par affaire d'État? Est-ce qu'on est par règlement de compte? Je ne sais pas. On est en droit de se poser toutes les questions du monde. Vous vous retrouvez donc en octobre dernier à Fleury-Mérogis, à l'isolement, et c'est là que vous faites la connaissance de Jonathan Guyot, le policier qui est soupçonné d'avoir dérobé les 52 kilos de cocaïne au 36 quai des Orfèvres. Oui, parce que c'est pas moi qui ai pu les dérober. Comment se passe votre rencontre? Et au passage, comment vous expliquez que l'administration pénitentiaire vous place tous les deux Alors, ensemble? l'administration pénitentiaire, pour être honnête, moi qui ai vécu au 4e et donc quartier d'isolement, qui sont des mesures très sécuritaires, comme vous le savez. Alors, la France adore se dire d'un côté les pays des droits de l'homme et de Voltaire. Malheureusement, les quartiers d'isolement, avant c'était les QHS, aujourd'hui on appelle ça les quartiers d'isolement. On a juste changé la lettre, le H avec un I. Ce sont 7 surveillants qui vous ouvrent, c'est un comptage tous les 2 heures la nuit. Les gardiens ce sont des gardiens de qualité qui ne changent pas pour que justement il n'y a personne qui monte. Comment j'explique? Je l'explique à un certain niveau, on met les mêmes personnes ensemble. Je ne me l'explique pas. Je dis que c'est des mesures sécuritaires extrêmes. Comment se passe votre rencontre et que vous dit-il sur ce qu'il a amené ici? Elle se passe dans une courte promenade qui est grillagée, qui est au 4e étage, qui fait 9 mètres sur 3,50 mètres. Voilà le quotidien. Et donc je rencontre Jonathan Guyot 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Voilà. C'est comme les enfants, on donne la récréation. Sauf que les cours sont grillagés chez nous. Qu'est-ce qu'il vous dit sur l'affaire qu'il a emmenée à Fleury-Mérogis? Il ne me dit pas grand-chose sur l'affaire. Moi, il sait qui je suis à la base. Bon, c'est pas... voilà, il connaît mon histoire et il me dit, voilà, je suis impliqué dans l'affaire du 36. Je ne m'épancherai pas je ne vais pas faire une violation de l'instruction. Je ne vais pas me retrouver à côté de M. Petit dans une violation de l'instruction. Est-ce qu'il vous a demandé de l'aide pour récupérer l'argent à l'extérieur? Moi, je peux pas. Je vais laisser mon avocat se prononcer sur ce domaine-là. Moi, je ne peux pas participer puisque je suis encore mis en examen dans cette affaire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, je ne peux pas avoir de près ou de loin avoir participé au vol du 52 kilos de cocaïne, pour la simple raison que je ne suis pas au 36 quai des Orfèvres. Votre avocat dit que vous lui avez donné des conseils pour placer son argent. Posez-lui la question, vous l'avez en duplex, donc on va se faire un plaisir. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, c'est une erreur. Si je peux intervenir d'une seconde... Oui, bien sûr, on vous écoute. Si on m'entend, voilà, juste pour dire, d'abord, il faut savoir qu'effectivement, Christophe Rocancourt n'est pas impliqué en amont de l'histoire, c'est-à-dire dans cette histoire rocambolesque de disparition de scellés. Bon. Il n'est pas davantage dans l'histoire d'hommes grenouilles qui vont fouiller le lac de Créteil. Personne ne vient dire ça. On lui reproche d'avoir mis en contact 2 personnes, Jonathan Guyot et un tiers, qui va se retrouver dans cette histoire. C'est la seule chose qui lui est reprochée. Je précise juste pour l'anecdote que pour ces faits-là, Christophe Rocancourt a été mis en détention et a été libéré 3 jours plus tard, pour vous dire l'importance de l'affaire et de ce qui est reproché à Christophe Rocancourt. Merci pour cet éclairage. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à en dire. Maître, vous avez conscience, Christophe Rocancourt, d'être un personnage rocambolesque? Je vous en prie. Bon, vous savez, si on peut faire... je pense qu'il faut un peu de rire, il faut s'amuser un peu dans la vie, parce que sinon la vie elle est assez monotone. Voilà. Vous avez des connexions assez incroyables dans le monde de la politique, dans le monde des médias, dans le monde artistique. Comment vous expliquez toutes ces connexions? Ouais. Mais je sais où vous voulez en venir. Bientôt on va dire que je suis franc-maçon, c'est ça? Ah non, c'était pas le sens de ma question. Alors non, ce que je veux dire, c'est que je fréquente des ministres ou des gens... on a le droit d'être sociable. Évidemment. Donc c'est agréable d'être sociable. Donc vous l'expliquez par votre sociabilité? Parfois, je ne crois pas que je suis sociable tout le temps. Et ça m'arrive de l'être.
fréquenté, j'ai bien été reçu à l'Élysée, on m'a pas soupçonné d'avoir vendu l'Élysée encore. Enfin, ça devrait pas tarder. Peut-être que c'est une exclue à iTélé que. Mais ce qui est drôle, c'est que d'être reçu à l'Élysée, donc d'une façon officielle, puisque les renseignements généraux ne pouvaient pas éviter de savoir que j'étais à l'Élysée, et les services secrets français aussi. Donc, il faut savoir, est-ce que d'un côté, ça devient illégal de côtoyer un ministre? Est-ce que d'un autre côté, l'acceptance de vous à l'Élysée, ça pose pas de problème? Moi, je me dis, ça dépend des heures et des humeurs, ça dépend de la droite ou de la gauche. Voilà ce que je vous dis. Comment vous voyez votre avenir aujourd'hui? Je le vois très bien. Je crois que j'ai un avantage, c'est que j'ai pas de grandes inquiétudes dans mon existence. Je suis pas d'une nature assez, je suis pas très inquiet de nature. Puis je crois que je suis d'une nature assez combative. Et puis vous savez que lorsqu'on aime Voltaire, on aime la liberté, donc on se pose pas tellement de questions. Ce qui est important, c'est le cerveau. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Moi, je privilégie le cerveau. Voilà. Est-ce que je peux vous demander comment vous gagnez votre vie aujourd'hui? Je crois que j'ai écrit 6 ouvrages. Qui ont bien marché. J'ai présenté National Geographic sur la Fox. Comment vous expliquez cette attraction des gens? Bon, ça doit être un délit de faciès, je dois avoir une sale gueule. Merci beaucoup, Christophe Je vous en prie. d'avoir été l'invité d'ITélé ce soir. On salue également votre avocat. Qui était avec nous, qui a bien surveillé tous vos propos, Maître Jérôme Boursicon. Merci à vous, merci également à Romaric Moins, qui a permis la réalisation de ce duplex. Restez avec nous dans Tir croisé, tout de suite la météo et un nouveau journal avec Thomas Lecartier à 19h.